Merci beaucoup pour la fidélité. Nous avons un programme à canal numérique et télévision. Puisque nous sommes captés à travers Mokil Mobimba via toutes les plateformes numériques. Boyem Malam, un nouveau numéro. Il y a Tribune Libre. Enfin, bureau, il y a Intersyndical National, il y a Administration Publique INAP. Et ça qui reçu hier, jeudi 29 août 2024, par la Première ministre Judith Suminho Tuluka, à travers la réunion de prise de contact, au cours de laquelle Fidel Kiangi Matangi, le président de l'INAP, a évoqué qui grands axes et la préoccupation des agents et cadres de l'État congolais à la production et à l'élo. Dossier centre hospitalier universitaire La Renaissance, docteur Jean-Robert Mankoy Badioki, secrétaire général honoraire du syndicat national de médecins Sinamed, a Sengiete, Bapes centre ENA na enseignement supérieur universitaire pour que ça puisse cadrer avec les lois, comme il n'y a pas un cadre juridico-administratif. Le secrétaire général honoraire du Sinamed, Akoye Bisebiso Yango Kalate. Après évaluation des accords conclus avec le gouvernement congolais, la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, Basengi na gouvernement Tuluka a reporter rentrée scolaire qui nous lundi 23 septembre prochain. Et le Bami na assemblée générale Oye Salami ce vendredi 30 août 2024 na centre Bondeko na limité Tokoyoka Yango Nzokande Jacques Odja Musungai, inspecteur général et éducation nationale et nouvelle citoyenneté, y est à formel. Rentrée scolaire et Kosalama lundi 2 septembre prochain, effectivement. Et puis, à Sengi na Baboti, ba dénoncer ba oyo nyoso bazeli ko senga bango ba compte na ko le bayete ba somba ba fourniture scolaire à travers biteyelo kimia mpe boboto o mabota mabino to bandana likambo ya intersyndical national ya administration publique oye ambama kilobi et pas ya premier ministre Judith Suminho Tuluka. Président ya INAP Fidel Kiangi Matangila lobi ke ezalaki na réunion yoko ya prise de contact mais bango ba profitaki pour ba présenter ba grands axes ya ba préoccupation majeure ya ba agents et cadres ya l'État congolais pour être ba koka organiser masolo ya politique salariale et puis commission paritaire. Tomoyoka azeli ko banandinga français. C'était une réunion de prise de contact et aussi une réunion au cours de laquelle nous devions donner des grands axes, des problèmes qui préoccupent les agents et fonctionnaires de l'État. C'est au fait ça, le contenu de la réunion que nous avons eu hier, jeudi 29 août 2024 avec son Excellence Madame la Première ministre. Et voilà la motivation de notre rencontre. Depuis qu'elle était là, elle ne nous avait pas encore reçus, alors que elle ne peut pas travailler sans les fonctionnaires. Et c'est comme ça que les fonctionnaires, à travers les représentants, ont demandé de les rencontrer et elle n'a pas hésité. Hier, comme je l'ai dit, elle nous a reçus et nous l'avons félicité, nous lui avons souhaité la bienvenue et nous lui avons aussi souhaité un mandat plein de succès et un mandat qui doit continuer avec notre partenariat gagnant-gagnant que nous avons avec le gouvernement. Un partenariat qui doit être basé sur le dialogue social,
pour pérenniser, pour continuer la réforme de l'administration publique, continuer la modernisation de l'administration publique, continuer à rechercher les meilleures conditions de travail et de vie du fonctionnaire. Voilà. De ces grands axes évoqués au cours de cette réunion de prise de contact avec la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, qu'est-ce que vous avez mis au premier plan de sorte à ce que l'on résolva d'urgence? Je voulais vous dire que la primaire est réservée aux 600 délégués et que nous devons convoquer pour la restitution parce que, comme vous le savez, nous avions dit que Madame la Première ministre nous reçoit ou qu'elle ne nous reçoit pas. Nous devrions rentrer chez les 600 délégués pour restituer. Donc, on est obligé de rentrer à Fatima pour restituer. Mais comme il y avait la presse de la primature qui était là et aussi d'autres presses, cela ne m'empêche pas de vous dire que les grands axes pour nous, c'est d'abord la convocation de la commission paritaire qui doit tout examiner en commençant par la politique salariale, la récupération du pouvoir d'achat et voir dans quelle mesure on doit continuer avec la mise à la retraite, la mécanisation de ceux qui travaillent mais qui ne sont pas payés, les soins de santé des agents, l'indemnité des transports, et pour ne pas faire croire aux gens que j'évite la question, mais il y a aussi le problème des élections syndicales dans l'administration publique. Nous sommes là depuis 11 ans. Mais est-ce que les élections syndicales est une priorité pour nous aujourd'hui? J'ai dit non. Je l'ai dit à Madame la Première ministre que les élections syndicales dans l'administration publique ne sont pas une priorité pour nous et ni moins encore pour le gouvernement. La priorité, c'est d'abord de remettre tous les fonctionnaires qui vivent dans des tentes, dans des camps de réfugiés, à leur poste de travail. Ça veut dire mettre la paix à l'est du pays. Ça devrait être ça la priorité, pas les élections. Les élections, il y en aura, on les organisera quand on voudra. Mais ceux qui sont dans des tentes, ceux qui dorment à la belle étoile, avec leurs sacs au dos, ceux qui sont dans des camps de réfugiés sont des fonctionnaires comme nous qui sommes à Kinshasa. Qu'allons-nous faire d'eux? Ils vont voter là où ils sont. Nous aurons des délégations syndicales là où il y a la paix, et là où il n'y a pas la paix, les gens sont là où ceux qui vivent dans la forêt. Vous allez les faire voter là, dans la forêt. Nous avons dit à Madame la ministre, nous sommes d'accord pour les élections syndicales, parce que moi, je l'ai dit toujours que j'ai un bilan à présenter. J'ai fait 11 ans, j'ai un bilan. Et mon bilan parle de lui-même. Et la CSC demeurera la première organisation syndicale du Congo. Mais quelles que soient les conditions dans lesquelles on va organiser les élections, la Confédération syndicale du Congo demeurera la première organisation. Parce qu'elle a un bilan à présenter. Elle a fait 11 ans à la tête de l'INAP. Elle a un bilan. Monsieur le Président de l'INAP, à quand cette Assemblée générale et que répondez-vous à ceux qui doutent de l'efficacité de l'INAP face aux partenaires du gouvernement? C'est un conglomérat des aventuriers. Tout celui qui doute de ce que l'INAP fait pour les agents et fonctionnaires est un aventurier. Sa place n'est pas au Congo. Il doit changer de pays. Il doit faire un autre métier et non le syndicalisme. Les agents et fonctionnaires n'ont pas seulement besoin d'un salaire. La Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, c'est pour moi, c'est pour ma famille, c'est pour les agents, ceux qui avaient 8 000, ceux qui avaient 12 000, ceux qui avaient 21 000, qui ont aujourd'hui 150 000. C'est peu, mais ce n'est pas 8 000. Les gens ceux qui avaient 100 ans, 90 ans, 80 ans, qui continuaient à travailler, les gens étaient où pour parler d'eux? Mais ces gens-là, aujourd'hui, ont été retraités, et une retraite humaine ou humaine. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Dans ces pays, nous n'avons pas besoin des aventuriers, non. On a besoin des gens qui pensent pays. Vous avez un papa de 100 ans, 90 ans, 80 ans,
qui continue à travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Ceux qui vous reprochent, ils disent que vous revenez toujours avec les promesses et non les concrétisations. Moi, je ne viens pas avec des promesses. On a retraité les centenaires, les nonagénaires et les octogénaires. Ce n'est pas une promesse. Les gens ont été mis à la retraite. Quelle promesse? Moi, je ne viens pas avec des promesses. On avait des agents qui avaient 15 ans, 20 ans de commissionnement, 5 actes de titularisation. Mais le chef de l'État a signé des ordonnances. Le Premier ministre a signé des décrets. Est-ce que c'est une promesse? Est-ce que c'est une promesse? Non, il faut qu'au Congo, nous sachions qu'est-ce qu'on veut. C'est ça le problème. Hier, les agents et fonctionnaires de l'État avaient 45 heures de travail. Lorsque je discute avec le gouvernement, j'obtiens 40 heures et puis la semaine anglaise. La promesse, elle est où? On dit que le gouvernement avait pris avant vous et vous êtes venu. Non, mais le gouvernement fait son travail, il vient, il sort ce qu'il a fait et nous disons non. Et nous nous mettons, on discute et on trouve des solutions. Le gouvernement nous a rejoints. D'abord, on devrait nous applaudir que nous puissions faire fléchir un gouvernement. Qu'on puisse modifier un décret parce que lui n'a pas dit au gouvernement non. Mais ça devrait mériter des applaudissements et non des critiques. Il y a des aventuriers qui sont dans ce qu'ils appellent intersyndical national du Congo, qui vont dire non, écoutez, le gouvernement. Mais allez d'abord régler le problème des travailleurs qui sont chez les Chinois qu'on fait marcher, qui souffrent chaque jour, chez les Indiens qui souffrent, qui restent debout du matin au soir, qui sont cloisonnés où il n'y a même pas des installations hygiéniques. Qu'on aille d'abord régler ça. Qu'est-ce qu'ils attendent? Que de venir s'occuper parler de fonctionnaires dont vous ne connaissez pas les réalités. C'est ridicule et c'est malheureux. Monsieur le Président de l'INAP, vous avez pris part aux assises de Bibois avec les syndicalistes du secteur de l'éducation. Quelles solutions administratives et économiques avez-vous prises au profit des enseignants congolais? C'était une commission paritaire sectorielle de l'enseignement primaire, de l'éducation nationale et la nouvelle citoyenneté. Et j'ai été invité, j'ai fait ce qu'on appellerait la facilitation. Je ne vais pas me vanter ici que je suis intervenu à fond. J'ai facilité les choses entre le gouvernement et les amis de l'éducation nationale. On a obtenu ce qu'on a obtenu. D'abord, ce qui me réjouit, moi, ce n'est pas l'argent. Ma joie est que nous avons pris comme décision à Bibois que l'enseignant quitte l'état de journalier. Parce que l'enseignant jusque-là était considéré comme un journalier. Combien sera mécanisé? Ce n'est pas un secret. Non, ce n'est pas la mécanisation d'abord. D'abord, l'enseignant devrait quitter cet état-là de journalier, l'état de vendeur de cours. Et nous avons réussi à lever l'option que désormais l'enseignant devient un agent de carrière de service public de l'État. Il devient fonctionnaire, on lui donne un numéro matricule. Ça, c'est la première chose que moi, je peux applaudir. C'est ça ma contribution. Imaginez-vous que l'enseignant, cet enseignant-là, qui enseigne dans une école pendant 15, 20, 30, 40 ans même, mais il est journalier. Le jour où les promoteurs ou les gestionnaires de l'école veulent, il les chasse. Parce qu'il n'a pas une sécurisation sur le plan carrière. Est-ce que c'était normal? Mais à côté de ça, nous avons dit, ils vont désormais faire partie du régime général, mais ils auront leur régime particulier. Ça, voilà la première chose qu'on a obtenue. La deuxième, c'est le problème de la MESP, qui ne profite pas à tous les enseignants du Congo. Il y a des provinces où ils ne connaissent pas la MESP. Nous avons dit non, le gouvernement doit ajouter l'argent avec la MESP et que l'enseignant aussi lui-même puisse donner 5 000 francs congolais de contribution pour qu'on puisse couvrir tout l'espace, toute la République, que tous les enseignants soient pris en charge par les autres pour les soins médicaux.
Et la troisième chose, évidemment, il a été question de savoir quel salaire pour un enseignant. Ils sont partis de $500. Non, excusez-moi, moi je ne connais pas. Il n'y avait pas un cahier de charges des enseignants qui parlait de $500. Les $500, on les allait découvrir ça à Bibo, mais les cahiers de charges que les amis de l'éducation nationale avaient présentés, c'était l'évaluation des accords. Et l'accord, c'était quoi? Ils avaient convenu au mois de mars qu'on allait ajouter à l'enseignant 20 000 francs congolais. C'est ça qu'on avait convenu au mois de mars, mais que le gouvernement n'a pas appliqué. Maintenant, il fallait demander au gouvernement d'ajouter de donner les 20 000. Mais nous avons estimé, grâce à notre expertise, nous avons estimé que 20 000, donner à l'enseignant les 20 000 qu'on n'avait pas donné depuis le mois de mars ne signifiait rien. Et nous avons obtenu du gouvernement que le gouvernement donne à l'enseignant 100 000. Et que sur les 100 000, dans l'immédiat, nous avons demandé que le gouvernement puisse payer 50 000. Que les 50 autres 1000 seront payés quand nous allons faire des missions d'identification des enseignants. On nous parle de 700 000 enseignants, mais allons les identifier. Allons les identifier pour qu'on sache si réellement il y a si nous arrivons sur le terrain et que nous trouvons qu'il y a 500 000 ou il y a 400 000. Mais nous allons récupérer l'argent de 300 000 qui n'existait pas pour ajouter chez les autres. Ils ont rejeté les 100 000 jusqu'à renvoyer la rentrée au 23. Non, celui qui fait ça, c'est un politicien, il doit quitter le monde syndical. Il n'aime même pas l'enseignant. Il n'aime pas l'enseignant. Ça, je vous dis vrai. Si réellement les enseignants sont à 700 000, si réellement les enseignants, on peut les compter, leur effectif est de 700 000. Vous demandez $500 au gouvernement. Vous êtes malade. Mais je vous dis, parce que 700 000 fois $500, ça signifie 350 millions de dollars le mois. Ça signifie 350 millions de dollars par mois qu'il faut sortir pour payer les enseignants. Ça va bien? Et si vous prenez les 350 millions, vous multipliez ça par 12. Vous vous retrouvez à combien? À 4 milliards 200 millions. Uniquement pour payer les salaires des enseignants. Là-dedans, pas de frais de fonctionnement des écoles, rien du tout. Si vous ajoutez à ça, vous êtes bien parti pour la gloire. Et le budget de l'État congolais est de 16 milliards. Vous donnez aux enseignants seulement 4 milliards 200 millions. Ça va? Vous prenez maintenant combien pour les fonctionnaires, combien pour les militaires, combien pour les policiers, combien pour les magistrats, combien pour les médecins et professeurs d'université. C'est combien? Mais il faut avoir un budget alors de 1000 milliards. Et les autres domaines de la République, les autres domaines, comment on va les faire fonctionner? Et dans l'entretemps, nous avons la guerre à l'Est. Nous ne devons pas nous contenter de nous qui sommes à l'aise ici, en train de manger et boire, sans crépitement de balles dans nos oreilles. Il faut penser à ceux qui sont là-bas. Qu'est-ce que nous faisons? Vous venez demander au gouvernement $500. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Il ne faut pas que les gens racontent. Oui, moi je le dis à l'aise, je ne dis pas que $500 c'est beaucoup. $500 c'est peu. Mais $500 doit être le cap à atteindre. Mais on doit partir mollo en tenant compte du budget de l'État congolais. Les gens arrêtés, ce sont des députés à ce moment-là, parce que ce sont eux qui votent le budget. Demandez aux députés de voter un budget de 1000 milliards. À ce moment-là, on donne à l'enseignant même $1000. Ça serait normal. C'est ça la vérité. Si nous avons un budget de 1000 milliards de dollars, mais on peut donner à l'enseignant $1000 de salaire. On peut donner aux fonctionnaires $1000 de salaire, aux policiers, aux militaires et à tout le monde. Mais vous avez un budget de 16 milliards. Même pas 100 milliards, 16 milliards. Vous dites non, donnez à l'enseignant $500. Et les enseignants, là, vous allez leur donner tous le même salaire, il n'y a pas de grade. Voyez-vous les problèmes?
Je vous l'ai toujours dit, même pour les fonctionnaires. On me dit non, il faut demander que les fonctionnaires aient $500 ou $1000. Je ne peux pas, en intellectuel, en financier, vous dire oui, nous allons demander. Ça, ce serait tromper l'opinion. Ce serait distraire l'opinion, ça. Ce sont les choses auxquelles moi je fais un syndicalisme de réalisme. Je ne fais pas un syndicalisme de matuvu. Les gens vont me dire, oui, mais quand tu dis ça, mais il y en a qui volent 1 million, qui volent 100 millions, qui volent 300 millions. Vous allez payer les enseignants avec l'argent volé? Mais dites-moi, est-ce que nous allons payer les enseignants avec l'argent que les uns et les autres volent? Si c'est ça que vous voulez me dire, dites-le-moi. Non. Terminons. Faisons le travail. Le Congo, c'est notre pays à nous tous. Nous avons besoin que tout le monde puisse bien vivre, mais demandons ce qui est demandable, ce qui est réalisable. Le gouvernement peut vous dire, bon, ok, d'accord, $500 à chaque enseignant. Mais vous arrivez à la fin du mois, il ne paye pas. Vous allez faire quoi? Vous allez dire, bon, nous grèvons. Vous grèvez, oui, mais vous allez punir qui en grévant? Qui nous allons punir? Nous allons punir nos enfants. Parce que les membres du gouvernement, les enfants étudient en Europe. Ils sont à l'extérieur du pays. Nous allons punir les enfants de qui? De nous, les pauvres. Terminons. L'Assemblée de Fatima, c'est bientôt. Si et seulement si la base parvenant à vous dire que comme le gouvernement ne nous donne toujours pas ce que nous revendiquons, paralysons l'administration publique. Que ferez-vous? Et non, mais le gouvernement, Madame la Première ministre nous a répondu qu'elle est totalement d'accord qu'on a en commission paritaire. Elle est ouverte. Elle a accepté qu'on convoque la commission paritaire pour que nous puissions tout discuter. Elle a même demandé qu'on puisse mettre en place un mécanisme qui va nous permettre de nous rencontrer régulièrement. Pourquoi je vais mettre les agents en grève? Pour faire le matuvi. Pour que le monde entier puisse dire que non, voilà, c'est lui, ou bien je vais faire un syndicalisme des injures. C'est comme des aventuriers qui sont allés sans même se réserver, on est allé à la fonction publique. Ah non, Liao a demandé qu'on donne $1000. C'est faux. Nous avons eu une réunion avant-hier avec Liao. Et vous maintenant, bon terme avec le VPM de la fonction publique Jean-Pierre Liao? Nous n'avons jamais eu de problème avec le VPM. Et qu'est-ce qui s'était passé à la place Golgotha? Ça, ce sont des aventuriers. Un journaliste là qu'on appelle, si c'est Tchani, qui est allé faire ses aventures avec un groupe de badauds. Hein? Vous n'avez pas suivi les démentis de la délégation syndicale de la fonction. Liao, c'est quelqu'un qui se réveille, qui se bat pour le fonctionnaire. Hein? Ce que ces journalistes-là ont fait mérite même une arrestation. Il mérite d'être transféré devant les cours des tribunaux. Parce que nous, fonctionnaires, qu'est-ce que vous allez demander à Liao de vous payer? Vous allez lui demander quoi? Parce que Liao n'est pas dans un ministère qui paye. Lui, il ne signe que les papiers. Il envoie au budget et aux finances. Bon, maintenant, vous allez dire que Liao n'a pas payé. Liao devrait payer quoi? Qu'est-ce que Liao devrait payer? Lorsqu'il fait le fara, les fonctionnaires sont là. Ils attendent. Ils viennent peut-être à 5h, 6h, 7h, 8h pour être reçus. Et qu'à la fin, Liao dit, bon, vous avez fait longtemps. Prenez quand même un sucré, un pain. En quoi est-ce qu'il a commis une faute? La faute est où? Pour un agent qui a mis 1 heure, 2 heures d'attente, bon, le ministre, le VPM dit, ils ont traîné, donné à chacun un pain, un sucré, une collation, un peu d'arachide. Où est le mal? C'est pas Liao qui paye. Et la revendication des amis de la fonction publique aux actifs et aux retraités n'était pas orientée envers Liao, non. Cette revendication-là était orientée envers le ministre du Budget et le ministre des Finances qui doivent payer. Et votre collègue se permet de faire, il fait faire, mais je ne sais même pas votre métier ici, vous le faites comment? Vous devriez être les gens les plus sérieux du monde. Vous devriez être les gens les plus nets de dire que la vérité à la population que de raconter des histoires parce qu'on est à la quête d'un positionnement politique.
C'est ridicule, ça. C'est donc une affaire à suivre, Monsieur le Président. Nous vous remercions. Dossier centre hospitalier universitaire La Renaissance, docteur Jean-Robert Mankoy Badjoki, secrétaire général Wakala, wa syndicat national de médecins Sinamed, a Sengete, Bapesango na enseignement supérieur universitaire pour Ekokananamibe, tellement qu'il y a un manque juridico-administratif. A le bikutu que ce qui gouvernement Toulouk a Tiembongwanje Mansomako Tambola Malam. Tomoyoka. Nous ne savons pas, mais il y a des défis. En créant un conseil d'administration, on avait essayé une fois. Je crois le fait, docteur Longopé à son âme, a essayé, ça n'a pas marché. Parce que la production de l'hôpital ne sera pas capable de prendre en charge et le conseil d'administration et les membres de la direction générale. Ça, c'est un. On a changé de structure. Je crois qu'ils ont fait des études de faisabilité pour bien orienter maintenant le personnel. Deuxièmement, les personnels qui existent à Mamayem, il y a des personnels qu'on a engagés depuis 57 qui sont là, parce qu'on ne veut pas les retraiter. Maintenant, quand on crée les centres hospitaliers universitaires, on va les rejeter dans la rue, on va faire quoi? Les autres fois passées, avec Mamayemo, avec l'hôpital général de Kinshasa, avec l'hôpital général provincial de Kinshasa, et on revient sur le ex-Mamayemo, on n'a jamais rejeté les agents. Les agents qui ont atteint l'âge de la retraite, et nous les réclamons. Hein? Qu'on mette ceux qui ont atteint l'âge de la retraite dehors, et qu'on mette les jeunes gens qui viennent pour continuer la renaissance. Ça serait une bonne affaire. Parce que les anciens ont l'esprit de Mamayem. L'esprit de Mamayem, à notre époque, nous parlions que c'était l'esprit des Américains qui ont amené ça. Maintenant, avec tout ce qui se passe, l'esprit des Américains n'existe plus. Ah, Yangwana, bazo monake, est comme un monstre à deux têtes. Mutu moko, ekotikala na makambo akala. Mutu ya mibale, ezo kote sikoyo na esprit ya modernisme. Te, mutu moko ekotikala na makambo ya kala te. On sait nyonso mondi ya mamaye mwana lopangwana nyonso mobiba. Et qu'on revenir dans le centre hospitalier universitaire Renaissance. Ça, c'est la première chose. Population, la question, oui, la question que la population doit se poser. L'hôpital général de Kinshasa, c'était un hôpital de masse. Mais ça devient les cliniques universitaires. Restera-t-il toujours un hôpital de masse avec des indigents? Et tout ça, ça c'est le problème que nous devons nous poser et que nous devons poser aux décideurs. Pour le fonctionnement, l'État a de l'argent. L'État refuse de donner le fonctionnement à ces hôpitaux. Mais chaque mois, l'État débloque de l'argent de fonctionnement pour ce qu'on a cédé aux cinquantenaires. L'État doit mettre de l'argent. Pour ça, je dois vous rappeler que la seule réforme qui avait porté la joie et parmi la population, c'était quand on a transformé l'hôpital général de Congolais en hôpital Mamayemo. Parce qu'en ce moment-là, les politiciens ont pris une décision de prendre ça en charge. Et c'est comme ça qu'on a fait venir des spécialistes américains et consorts pour relancer les activités de Mamayem. Les gens peuvent bien se souvenir que de 69 jusqu'à 86, cet hôpital fonctionnait avec une partie de l'argent qui venait de la présidence. Et c'est la seule fois que je peux dire, moi je suis arrivé là en 79, parce que je peux dire que l'hôpital a fonctionné correctement. Mais maintenant, nous avons des difficultés énormes. Il n'y a pas de fonds de fonctionnement. Hein? Quand vous n'avez pas de fonds de fonctionnement, comment entretenir cet hôpital propre? Parce que nous sommes en train de construire là, c'est un monstre qui demandera beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et il ne faut pas qu'on s'hasarde, parce que les gens ne sont pas entrés avec les équipements qu'on est en train d'amener là. Ça, ce sont des équipements dépassés. Hein? Alors, il faut qu'on intéresse les travailleurs, ceux qui travaillent, hein, les prestataires, pour qu'ils choisissent
le matériel de qualité qu'on doit amener là-bas. Quand vous comptez dans la première partie qu'on a terminée, hormis les urgences, mais le reste est là. Je ne sais pas s'ils avaient prévu ça pour quel service. Ce sont des salles, ils ont prévu ça pourquoi. Donc, Manko Jean-Robert, vous êtes prestataire dans l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo. Vous avez équipement bazol même wana eza propriété. C'est-à-dire, bazo yele biso biloko babwaki na poto baye nango pona neti tromper ou bien bazo ya nango kaka pour flouer le peuple. Ah bon, d'entendement, on ne floue même pas le peuple, on floue les prestataires. Quand vous entrerez là, vous allez trouver un lit de bloc opératoire qui n'a pas d'égal avec ce que nous avons. Nous avons des lits de bloc opératoire qui travaillent sur des manettes. Vous poussez sur le gaz, les lits montent, vous poussez, les lits s'inclinent et tout ça. Ce n'est pas de soir avec des poulies. Les soirs de poulies, c'est pour des institutions hospitalières qui n'ont pas de l'électricité. Donc, le matériel n'est pas approprié par rapport à ce que vous appelez modernisme. Moi, je ne sais pas. Qui font ces commandes-là? Nous ne connaissons pas. C'est celles le ministère de la Santé publique, BSECO, connaissent. Les prestataires de maman n'ont pas été associés. Pour Dangaï, ça l'y a correctement. C'est pourquoi ils ont eu des difficultés maintenant pour envoyer le service prendre possession de cette maman. L'hôpital dit cinquantenaire, tous les matériels étaient là. C'était les prestataires de l'hôpital Mama Yemo. On est venu avec des catalogues, ils avaient choisi et tout ça. Même si on a refusé que l'hôpital soit géré par l'État congolais. Mais cet hôpital, Mama Yemo qui devient Renaissance, on n'a jamais associé les prestataires. Comment on appelle ça? BSECO, ministère, ils sont en train de faire leur travail en dehors de tout. Et pour venir nous faire avaler la couleuvre. C'est ce que moi je pense. On vous impose ou bien parce que c'est vous qui utiliserez la bloc one après? Mais justement, on va les imposer. On va les imposer. Je crois que le médecin de maman m'a déjà parlé avec le ministre sur la qualité du matériel qu'on va amener. Hein? Nous ne sommes pas tellement dans le fonctionnement normal, mais nous sommes des prestataires de maman mais nous suivons l'évolution. Les problèmes qui se posent là, je vous ai parlé, que faire du personnel de l'État qui se trouve là? Que faire maintenant comment financer le fonctionnement de cet hôpital? Ces deux étapes-là sont beaucoup plus importantes. Sur le financement, c'est vrai. Bon, Sengele ou pas l'État qui est des employeurs, mais au binomoko bo salaka na kati ekendeke wapi? Bon, tout ça na kati. Si le gouvernement envoie ses enquêteurs, ils connaissent ce qu'on va, ça se répartit. Je douterais. Il existe que quelques hôpitaux dans des pays mieux organisés, dans le fonctionnement dépend de sa production. Ici, je douterais que l'hôpital Mama Yemo, comme hôpital de masse, fonctionne avec sa production. Parce que je peux vous lancer un défi. On va vous raconter, on dit non, l'hôpital Mama Yemo, les médecins s'en sortent. J'ai entendu quelqu'un dire, vous sortez avec ce qui doit 270 000. Non, c'est faux. Il y a des départements passés, vous êtes des limiers. Vous allez trouver des jeunes médecins qui ne touchent que 12 à 15 000 francs congolais par mois comme honoraire. Il ne faut pas qu'on vous raconte. Hein? 12 000 à 15 000 francs congolais comme honoraire à Mama Yemo. Alors on va vous dire que tout l'argent part avec les prestataires. C'est faux. Il y a des infirmiers qui touchent 5 000, 6 000. Hein? Une fois, nous avions fait une émission, je vous ai dit qu'il faut qu'on s'occupe des filles, des salles et de tout ça. Vous connaissez comment ils touchent? Il y a une répartition qui a été déjà décidée à l'époque par le ministère du portefeuille. Vous voyez, quand on dégage les honoraires de médecins, les honoraires de prestataires, en particulier infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire, et une prime pour les administratifs. L'argent qui reste, on partage ça de cette manière-ci. 2/5 vont à la direction générale. 3/5 restent pour le fonctionnement du département. Et vous trouvez que chez nous, le département fonctionne tant bien que mal parce que
on se débrouille avec le moyen de bord. Je suis malade, vous me trouvez à la maison, ça va faire un mois. L'hôpital n'est pas capable de me prendre en charge pour les soins. Comment ça? Mais je vous le dis. J'ai dit ça officiellement et les autorités le savent, qu'ils sont incapables de me prendre en charge pour les soins. Je dois maintenant me débrouiller pour me prendre en charge. Et quand vous parlerez avec la plupart des agents de Mama, c'est ça. Quand nous demandons comment vous pouvez faire travailler quelqu'un jusqu'à l'âge de plus de 86 ans alors qu'il devrait être en retraite, vous mettez les jeunes gens en retraite et vous gardez des vieillards pour les torturer. Hein? Ce n'est pas normal qu'on nous mette tous en retraite. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sont venus. Il y a même des gens qui ont été engagés là irrégulièrement. Parce que l'hôpital Mama Yemo, seul le secrétariat de la santé publique ou le ministère de la santé publique qui peut affecter. Mais si les gens viennent avec des affectations provisoires, l'hôpital est maintenant à moitié et vous continuez à engager les gens chaque semaine. Ah, j'espère que les nouveaux dirigeants qui vont venir, ils vont bien assainir correctement. Sinon, ils vont se retrouver avec un pléthore. Non, mais est-ce que l'on ne peut pas recadrer cela, serait pour bloquer à ce que ça ne puisse pas poser problème plus tard? Mais les problèmes qui décident, les gens qui décident, ce sont les politiciens. Est-ce que quand ils ont décidé de devenir centre hospitalier universitaire, ils ont fait des concertations avec? Non. Ils ont décidé. Et je dois aussi vous dire que dans les chefs de la plupart des médecins qui sont à Mama Yemo, ils voulaient qu'on dise officiellement que l'hôpital Mama Yemo est un centre hospitalier universitaire. Parce que vous le savez, depuis Mobutu, cet hôpital a servi toujours comme un centre hospitalier universitaire. On forme le médecin stagiaire, on forme les infirmiers, on forme les techniciens de labo, on forme les biologistes. Dans tous les domaines qui regardent la santé, l'hôpital Mama Yemo les forme. La partie théorique est aux universités, aux instituts d'enseignement supérieur. Tandis que la pratique, c'est à Mama Yemo. Hein? Alors, je crois que certains de nôtres, ils pensent que les relever à ce niveau-là, ça leur donne un peu plus de poids dans la société et dans le monde scientifique. Olobi, bacha bino na retraite, bakotisa ba jeune médecin oyo bazoya na mosala. Nzokande, ba jeune médecin wana bakomi ko se retrouver buté à une difficulté pour acquérir le numéro d'ordre. Ba mususu kutu bakeyi ko saisir les cours des tribunaux na ministre d'État chargé de la justice Constant Mutamba qui a mis en place une commission pour être à jouer lumière sur le Cambolina pour la version économique belé, le but ordonnance créant l'ordre des médecins et ils prévoir seulement l'obtention du diplôme il y a médecine et aussi avoir une bonne moralité. Mais mécanicien il y a qu'à soumettre bawe bazo utena ba filière privée na test et utawapi. Bon, si ça ne concerne que les filières privées. Mais je vais vous dire, ceux qui m'ont posé candidature d'un poste moko, ils se sont capables de faire. Ils savent ce qu'il va faire. L'ordre de médecins, ce n'est pas une association. L'ordre de médecins, c'était l'organe subsidiaire de l'État qui est créé par ordonnance loi. Et tout ce que l'ordre de médecins peut prendre comme décision doivent concorder avec l'ordonnance loi les créant. On ne doit pas faire quelque chose en dehors de ça. Si on fait quelque chose en dehors de ça, effectivement, c'est l'illégalité, on n'a pas respecté la loi. Ça, c'est un. De deux, dans l'évolution du dossier, je pense que quand le président Diabé était là, il a été confronté à un problème parce que c'était le foisonnement des facultés de médecine partout. Je crois qu'en 100 ans, le Conseil de l'ordre avait pris la décision d'inscrire seulement les médecins sortant des universités publiques. Et pour le privé? Mais avec l'évolution, le feu Dr Lola Kisanga, paix à son âme, Jean-Pierre. oui,
il avait maintenant pris la décision de dire que l'ordre de médecins doit inscrire tout médecin possédant un diplôme de docteur en médecine validé par l'enseignement supérieur universitaire. Dans cette discussion, si je ne me trompe pas très bien, docteur Diabé peut donner des précisions. Le ministère de l'enseignement supérieur universitaire avait déclaré ceci. L'ordre de médecins ne forme pas le médecin. C'est l'enseignement supérieur universitaire qui forme le médecin. L'ordre de médecins vérifie leurs documents et leur donne le numéro d'ordre pour exercer dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Voilà. Si quelqu'un se présente avec un diplôme homologué ou validé par le ministère de l'enseignement supérieur universitaire, légalement, il doit être inscrit. Voilà, c'est ça la loi. Voilà, si il y a évaluation, il y a un accord conclu avec le gouvernement congolais ou Salama Kilelo, synergie, il y a un syndicat, il y a un enseignant, il y a un Bokanebiso Congo, et Sengi était, gouvernement Tuluka, et Koka, Kotinda rentrée scolaire, na date il y a lundi 23 septembre. Pourtant, Jacques Odjamusungaï, inspecteur général de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, est formel. Rentrée scolaire et Kosalama lundi 2 septembre 2024. Effectivement, et puis na Kimia. Tomoyoka, Azeriko le Banandinga français. Pour cette rentrée du 2 septembre 2024, nous croyons savoir que vous allez larguer vos agents sur terrain pour vous donner des éléments sur plusieurs dérapages que l'on commence déjà à dénoncer. Au besoin, stopper le fonctionnement des écoles non viables qui auront commis toutes les fautes que l'on est en train de dénoncer au jour d'aujourd'hui, comme vous comptez vous rattraper. C'est le rôle de l'inspecteur d'aller dans les établissements scolaires pour constater si la rentrée est effective ou non. Alors, dès le premier jour, les deux ils seront sur le terrain, on nous ramènera des informations. Mais ne soyez pas pessimistes, ne soyez pas si pessimistes. C'est vrai, parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, nous avons constaté que la rentrée scolaire timide. Mais nous ne voudrions pas que ce soit timide cette année. Nous voudrions que ce soit une rentrée effective. Les 2 septembre, nous demandons aux parents d'envoyer les enfants dans les établissements scolaires. C'est attendu de tout nouveau. C'est attendu. Alors, fermer les écoles non viables, mais attention à l'expression, une école non viable, c'est une école qui n'a pas d'infrastructure acceptable, qui n'a pas d'élèves, des effectifs acceptables. C'est là où il n'y a pas de latrines, il n'y a pas l'environnement est malsain. L'école viable, c'est non viable, c'est celle qui n'a pas de documents juridiques de fonctionnement. L'école non viable, il y a tout un chapelet de critères pour accepter une école à fonctionner. On va le constater et s'il faut fermer, on va fermer. C'est tout à fait vrai. Si vous avez un ligablo derrière votre maison et vous considérez votre cuisine comme étant une salle de classe, ben on doit la fermer, monsieur. Il faut fermer. Et on fermera avec force. Et si l'école, pour une raison ou une autre, ne fonctionne pas ce jour-là, je dis, pour une raison acceptable, là, on peut fermer les yeux, on attend, 2 jours, 3 jours après, on va le faire. Une école qui voit sa toiture souffler, le vent a soufflé et puis c'est parti. La veille ou 2 jours avant, on ne remettra pas la toiture le même jour. On peut accepter et nous avons des témoignages. Les voisins sont là, le fonctionnement, on voit. Est-ce qu'il y a des registres de matriculation? Est-ce que les enfants sont... Est-ce que l'année antérieure, l'école a fonctionné? Est-ce que depuis... Il y a beaucoup d'éléments qui feront voir que c'est une ancienne école, mais qui a connu des difficultés. Ça, c'est autre chose.
Mais des écoles du Gablo, comme vous l'avez dit, qui ne doivent pas fonctionner, qui sont confondues avec des boutiques, avec des écoles qui fonctionnent avec esprit mercantiliste. Alors, ces écoles-là doivent être fermées. Pourquoi vous envoyez vos enfants dans une école où on vous exploite? Aujourd'hui, là, on est en train de demander des frais, les acomptes des frais. 400 $. Et en monnaie étrangère, s'il vous plaît. 400 $, 500 $. Mais vous ne dénoncez pas. C'est l'inspection, c'est l'inspection. Pourquoi? Qu'est-ce que cela signifie? Et on le dit de façon générale. On ne dénonce pas, on ne touche pas le droit. On ne dit pas c'est telle école, c'est toi. Mais on se plaint dans les médias comme on le fait. Non, les écoles, on est en train de payer dans nos écoles. On est en train de vendre les uniformes. Mais nous, on fait l'effort d'envoyer, comme vous l'avez rappelé, les inspecteurs doivent sillonner, doivent aller dans les écoles pour vérifier si l'information est fondée ou non. Mais vous également, vous devez faire un effort de votre côté, vous parents. Dénoncer, vous avez des comités scolaires. Les comités des parents existent. Est-ce que vous allez vers les établissements pour échanger, parler et monter au créneau, démontrer que ce qu'on est en train de faire n'est pas réglementaire, n'est pas légal? Il faut le faire, il faut dénoncer. Et il faut même, je vous conseillerais même de porter plainte auprès des instances habilitées, pas n'importe où. Je ne vous demande pas d'aller à la Cour pénale internationale. Mais vous devez vous plaindre auprès de qui de droit. Réagissez à votre manière et nous aurons rendu service à la nation. Tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire d'un seul individu. C'est l'affaire de tout le monde. De tout le monde. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous n'avez pas de jambes pour vous déplacer. Si vous n'avez pas de numéro vert, vous ne connaissez pas le nom du chef d'établissement ou d'un inspecteur ou le bureau du chef de poule, de l'inspecteur chef de poule, du primaire ou du secondaire, de l'inspecteur principal provincial. Mais nous avons beaucoup de structures. Il n'y a pas que l'inspection pour traquer nos compatriotes véreux. Non, nous avons beaucoup de structures. Allez vous plaindre. C'est pas seulement... Et puis, c'est tout le monde qui a un téléphone. Si à Kinshasa, vous avez 80% de téléphone, ça va. Mais dans l'arrière-pays, dans mon village natal, au-delà de Bossobolo, il n'y a pas de téléphone, monsieur. À quoi servira le numéro vert? Et voilà. Donc, il y a plusieurs canaux pour se plaindre et pour chercher à recouvrer ce droit. Et voilà. Vous avez clôturé la publication des examens de édition 2024. À quand la livraison de ces diplômes et comment faites-vous pour corriger les erreurs matérielles du genre quelqu'un qui se retrouve avec un diplôme qui n'a pas le même pourcentage que le pourcentage publié lors de la publication, mais aussi quelqu'un d'autre qui a obtenu son diplôme avec une photo qui n'est pas la sienne. Si la photo n'est pas la vôtre, ce sont des hommes qui collent des photos. Soyez indulgents, monsieur. Combien de cas? 3 cas sur 200 000. Bon, cela peut arriver, mais il faut faire un effort que de telles erreurs n'arrivent pas. Mais je vous dis que cela arrive. On corrige. Quand on nous retourne le diplôme, on vérifie effectivement, il y a incompatibilité. Nous corrigeons. Nous recherchons la véritable photo et on la colle. Ce sont des erreurs matérielles. Soyez indulgents, monsieur. Mais vous ne croyez pas ici vraiment au ciel, où tout est parfait. Nous sommes encore sur la terre des hommes, des petites incohérences peuvent exister. Alors, quant à la rédaction des diplômes, à la livraison des diplômes, je vous dis qu'incessamment, nous attendons que les imprimés de valeur nous parviennent, nous allons rédiger. Et voilà, ça va aller. Je sais qu'il y a du retard de ce côté-là, ça dépend des fournisseurs, ça dépend des imprimeurs, ça dépend il y a beaucoup d'impératifs, mais ça va aller. Voilà. Tant on est kaboli biso, alors que yakokondole zalaki nanu. C'est donc une affaire à suivre. Na kombo Padou Bombusa, Dieu Fazam, Firandongala, Richard Ndambu, Mira Masengu, Marie Mujinga, Clarisse Sumbu, Marie-José Kabwa Kabeya Mubanga Joseph, Guillaume Mubenga, mingi bino ba yabozeri ko tambula na bendela ntomba Kongo na mitema na bino, François Mukanda atondi bino tokotani balasi.